Il y a des histoires que le silence préfère cacher. Des vérités que même les morts refusent de murmurer. Des réalités si noires qu'elles font taire les griots les plus braves. Et pourtant, certaines histoires, comme les eaux d'un fleuve en crue, finissent toujours par déborder. Voici l'histoire de Gana Diop, un homme comme tant d'autres, né avec l'espoir dans les yeux, mais que la vie a broyé, morceau par morceau. Gana était né à Touba, au Sénégal. Fils unique d'un instituteur et d'une femme vendeuse de beignets au marché. Il grandit dans une maison faite de tôle, de prières et de privations. Mais ses parents croyaient en lui. Dès son plus jeune âge, on disait de lui qu'il était intelligent, curieux, qu'il irait loin. Et il y crut aussi. Il étudia. Nuit après nuit, il lisait à la lumière d'une bougie, pendant que ses amis jouaient au ballon dehors. Il obtint son bac avec mention. Puis il partit pour Dakar, à l'université, avec les bénédictions de tout le quartier. Là-bas, il choisit la faculté de droit. Il rêvait de devenir avocat, de défendre les pauvres, d'être la voix des sans-voix. Pendant 5 longues années, il vécut dans une chambre d'étudiant insalubre, mangeant souvent une fois par jour, lavant ses habits à la main, économisant chaque pièce envoyée par ses parents. Mais ce qu'on ne lui avait pas dit, c'est qu'en Afrique, les rêves ne suffisent pas. Diplômé avec brio, il sortit de l'université convaincu que la vie allait enfin sourire. Mais le monde du travail était un désert sans pitié. Les portes restaient fermées. Les CV envoyés ne recevaient jamais de réponse. Les concours étaient truqués. Les recommandations étaient vendues. Et Gana n'avait ni argent, ni bras longs, ni parrain. 3 ans passèrent. 3 longues années d'attente, de frustration, de honte. Il faisait de petits boulots, vendre des crédits téléphoniques, charger des bagages à la gare routière, accompagner les camions de transport jusqu'à Bamako. Tout cela pour survivre. Ses anciens camarades, eux, brillaient déjà dans les ministères, les banques, les sociétés étrangères. Lui, il n'était que l'ombre de lui-même. Sa copine de longue date le quitta, lassée d'attendre. Sa mère tomba malade. Son père mourut d'un AVC, un soir où Gana n'avait même pas assez pour acheter ses médicaments. Le monde s'écroulait autour de lui. Et au fond de ce gouffre, quelque chose naquit, la rage. Un soir de pluie, alors qu'il errait dans les rues de Dakar, mouillé, affamé, il tomba sur Abdoulaye, un ancien camarade de fac devenu riche homme d'affaires. L'homme sortait d'un 4x4 rutilant, entouré de 2 jeunes femmes à la peau claire et aux perruques longues comme des serpents. Abdoulaye le reconnut et éclata de rire. « Et Gana, c'est bien toi, ça. Mon frère, tu ressembles à un esprit sorti du cimetière. Tu fais quoi maintenant ?» Gana n'eut pas le cœur de mentir. Il baissa les yeux. Il avait honte. « Je me débrouille. » Abdoulaye sourit, un sourire étrange, un peu trop large. « Tu te débrouilles, hein ? Mais moi je peux t'aider. Toi aussi tu peux avoir ta part du gâteau, si tu es prêt à ouvrir les yeux sur le vrai monde. » Ce soir-là, ils burent un café au bord de la route. Et Abdoulaye lui parla. Il ne parla pas d'un travail, ni d'un prêt bancaire. Il parla d'un autre monde, un monde caché derrière le voile du quotidien. Il parla de ceux qui contrôlaient la richesse, les hommes puissants que l'on ne voit jamais à la télé, ceux qui ne demandent pas la permission à la vie. Il parla d'une fraternité ancienne, d'une secte qui garantissait la richesse absolue à ceux qui en acceptaient les lois. Gana écoutait. Au début, il crut à une blague. Puis il vit dans les yeux d'Abdoulaye quelque chose de plus profond, de plus grave. Ce n'était pas du délire. Ce n'était pas un jeu. « Tu veux l'argent, Gana ?» demanda Abdoulaye en le fixant. « Oui. » « Tu veux que ton nom soit respecté ? Tu veux avoir une maison, des voitures, que ta mère reçoive des soins dignes. Que tu n'aies plus jamais faim. » « Oui, » murmura Gana, la gorge nouée. « Alors prépare-toi. Car chaque fortune a un prix. Et celui-ci n'est pas payé avec des billets. Mais avec du sang. » Une semaine plus tard, Abdoulaye vint le chercher à l'aube. Pas en ville. Mais dans un village isolé, à plusieurs kilomètres de toute vie humaine. Ils marchèrent dans la brousse, pendant 2 heures, jusqu'à atteindre une clairière. Là, une dizaine d'hommes les attendaient. Tous habillés de longues robes noires. Leurs visages étaient cachés par des masques sculptés dans du bois d'ébène. Ils chantaient, lentement, un chant en langue inconnue, accompagné d'un tam-tam sinistre. Au centre de la clairière, il y avait une pierre plate, couverte de traces rouges. Et derrière elle, une statue hideuse, mi-humaine, mi-animale, avec 7 yeux en spirale. Gana voulut reculer. Mais 2 hommes le saisirent. « Ne fuis pas, » lui dit Abdoulaye. « Tu as déjà prononcé ton oui. Tu es déjà à nous. » Gana fut forcé à s'agenouiller. On lui coupa une mèche de cheveux, une goutte de sang fut versée sur la pierre.
Il dut jurer sur son nom, son ombre et sa descendance. Et on lui expliqua les règles. Chaque semaine, il devait séduire une jeune femme innocente. La tuer par égorgement. Lui retirer les yeux et les avaler. Placer la tête dans un bocal transparent rempli d'un liquide noir. Garder ce bocal dans un frigo, dans une pièce secrète de sa maison. Chaque fois qu'il y déposait une tête, un sac rempli d'argent apparaîtrait. Il ne devait jamais laisser quelqu'un entrer dans cette pièce. Et jamais arrêter le cycle. S'il rompait le pacte, la malédiction serait pire que la mort. On lui donna un symbole, une marque gravée au fer rouge sur le torse. Puis, dans un murmure, l'un des masqués lui dit « La richesse n'est qu'un fleuve, mais tu viens de vendre ton âme à l'océan. » Ghana retourna à Dakar. Il ne savait pas s'il devait pleurer ou se réjouir. Mais au fond de lui, quelque chose avait changé. Il n'était plus l'homme qui espérait. Il était devenu celui qui allait prendre ce que la vie lui avait refusé. Et ainsi, le cauchemar commença. Il y a des choix dans la vie qui ressemblent à des ponts. Une fois qu'on les traverse, on ne peut plus jamais revenir en arrière. Pour Ghana, ce pont-là avait été franchi dans la forêt sacrée, au pied de cette statue aux 7 yeux. Il avait juré. Il avait signé avec son propre sang. Il avait accepté. Et dès cet instant, il n'était plus un homme comme les autres. Quand il rentra à Dakar, il ne parla à personne. Même ses vieux amis ne le reconnaissaient plus. Son regard était devenu plus froid, plus distant. Comme s'il voyait le monde à travers une vitre sale. Son cœur, autrefois sensible, compatissant, s'était durci. Et en lui, une seule voix résonnait désormais. « Tu veux l'argent ? Alors donne le sang. » Le lendemain de son retour, il reçut un message codé sur un vieux téléphone portable qu'on lui avait remis après le rituel. Pas de nom. Pas de signature. Juste une phrase. Commence cette semaine. Elle doit être jeune. Belle. Pure. Il savait ce que cela signifiait. Les jours suivants, il rôda dans les rues de Dakar. Il observa. Il analysa. Il regardait les femmes non plus comme des êtres humains, mais comme des offrandes possibles. Et puis, un mercredi après-midi, il la vit. Elle s'appelait Fatou, étudiante en biologie. Une jeune femme discrète, polie, douce, aux grands yeux rêveurs. Ghana l'aborda doucement, dans un cybercafé où elle imprimait ses dossiers de stage. Il se montra gentil, respectueux, drôle. Elle hésita. Mais son apparence modeste, ses phrases bien construites, son calme la rassurèrent. Ils burent un jus de bissap ensemble. Puis un autre jour, un café tout bas. Il n'était pas pressé. Il savait que le mal, pour être parfait, devait se construire patiemment. Au bout d'une semaine, Fatou accepta de venir chez lui, dans son petit appartement de la cité Cœur Gorgui. Elle pensait passer un bon moment. Peut-être même que quelque chose de sincère allait naître. Mais ce soir-là, Ghana avait tout préparé. Le sol nettoyé. Le bocal stérilisé. Le frigo installé dans la pièce arrière, scellé par une lourde porte métallique. Et surtout, la lame sacrificielle, fournie par la secte. Une lame recourbée, ancienne, avec des inscriptions en langue ancienne. Quand elle entra, il sourit. Elle sourit aussi. Quand elle s'assit sur le tapis, il lui proposa du jus. Elle but. Ce n'est que quand elle commença à se sentir faible, somnolente, qu'elle comprit que quelque chose n'allait pas. Ghana, je me sens pas bien. Il s'approcha, lui caressa les cheveux. C'est rien. Repose-toi. Ça va aller. Elle voulut se lever. Mais son corps ne répondait plus. Elle tenta de crier. Mais sa gorge ne produisait qu'un son étouffé. Il pleurait, en silence. Mais il tenait fermement la lame dans sa main. « Pardon, » murmura-t-il. « Je n'ai pas le choix. » Et d'un geste rapide, il lui trancha la gorge. Le sang coula en ruisseau chaud sur le carrelage. Son corps trembla, puis s'immobilisa. Il tomba à genoux, haletant, incapable de croire ce qu'il venait de faire. Mais ce n'était pas fini. Ses mains tremblantes s'approchèrent de son visage. Il prit un couteau fin, précis, et lui ouvrit les paupières. Lentement, il détacha les 2 globes oculaires, en sanglotant. Et, il les mit dans sa bouche. Il les mâcha. Il les avala. Son estomac se retourna. Il vomit. Il pleura. Mais il le fit. Puis, il plaça la tête dans le bocal rempli d'un liquide noirâtre. Il ferma le couvercle. Il ouvrit la pièce interdite. Il plaça le bocal dans le frigo, aux côtés de la statue miniature aux 7 yeux. Puis il referma. Et quand il ressortit, dans le silence de la maison, un sac noir était apparu au centre du salon. Il l'ouvrit. Rempli de billets.
9. Des millions. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Pas à cause de la culpabilité, mais à cause de l'excitation. La peur avait laissé place à la fascination. Il venait de franchir un nouveau seuil. Et ce qu'il avait vu, ce qu'il avait fait, lui donnait un étrange sentiment de pouvoir. Le lendemain, il changea de vêtements. Loua une voiture. Offrit de l'argent à un marabout pour bénir sa maison. Puis il enterra le corps de Fatou dans un terrain vague, à l'extérieur de Dakar. Il nettoya tout, soigneusement. Plus rien ne devait trahir ce qui s'était passé. Et la semaine suivante, il recommença. Une autre fille. Une autre histoire. Un autre meurtre. Toujours le même rituel. Séduction. Invitation. Somnifère. Égorgement. Extraction des yeux. Ingestion. Tête dans le bocal. Frigo. Sac d'argent. À chaque fois, le sac grossissait. À chaque fois, le frisson s'intensifiait. Il réaménagea sa maison. La pièce interdite devint un sanctuaire. Il y entra toujours seul, à genoux. Il priait la statue, en murmures, en pleurs, en transe. Les têtes s'accumulaient dans le frigo. Chacune avec un nom. Chacune avec une histoire qu'il préférait oublier. Mais dans ses rêves, elle ne l'oubliait pas. Elle revenait. Elle chantait. Elle hurlait. Elle l'appelait. Ghanaa. Ghanaa. Pourquoi tu nous as tués? Il se réveillait en sueur, le cœur battant. Mais dès qu'il voyait le sac d'argent à ses pieds, il se calmait. L'argent l'endormait. L'argent lui murmurait. Continue. Tu es puissant. Tu es spécial. Tu es béni. Au bout d'un mois, il avait acheté une voiture. Puis une autre. Puis une maison à la périphérie de la ville. Grande. Belle. Clôturée. Avec des caméras de surveillance et un gardien recruté dans un village du Nord. La pièce interdite était désormais une chambre blindée, sans fenêtre. Le frigo, un modèle américain à double porte. Chaque étagère contenait 2 ou 3 têtes. Immergées dans le liquide noir. Immobiles. Mais leurs yeux, ses yeux arrachés, le hantaient. Et pourtant, il continua. Il couchait avec les jeunes femmes. Les faisait rire. Leur offrait des cadeaux. Il les regardait tomber amoureuses. Et puis, il les tuait. Il devenait riche. Puissant. Redouté. Mais au fond de lui, quelque chose pourrissait. Son âme. Son humanité. Son cœur. Chaque œil avalé enfonçait un peu plus l'obscurité dans ses entrailles. Et un jour, il n'eut plus peur. Il ne sentit plus rien. Il n'était plus Ghanaa. Il était devenu l'outil du pacte. Ghanaa n'était plus un homme. Il était devenu une enveloppe vide, habitée par des rituels. Une coquille polie à l'extérieur, mais rongée de l'intérieur par les vers du pacte. Il se levait chaque jour avec un seul but, satisfaire la faim. Car c'était ainsi qu'il la ressentait. Comme une présence invisible, sourde, qui le suivait dans chaque pièce, dans chaque regard croisé, dans chaque silence. Une faim qui ne voulait ni riz, ni poisson, ni vin. Mais des yeux humains. Et des têtes coupées. Au début, il avait hésité. Le premier meurtre lui avait brisé l'âme. Le deuxième, il avait accompli les mains tremblantes. Mais au troisième, quelque chose avait changé. Il n'avait plus pleuré. Il n'avait plus vomi. Il n'avait plus demandé pardon. Il avait exécuté la tâche avec calme. Presque, avec précision. La procédure était désormais huilée, méthodique, chirurgicale. D'abord, le repérage. Ghanaa choisissait avec soin ses victimes. Il les voulait jeunes, éduquées, belles, bien habillées. Elles devaient dégager la lumière pour que l'obscurité puisse s'en nourrir. Il les abordait souvent dans des lieux neutres, cybercafés, librairies, universités, ENG, marché bio. Il se présentait comme entrepreneur dans l'immobilier, ou patron d'une start-up. Il maîtrisait son art, flatter sans insister, offrir sans corrompre, rassurer sans effrayer. Puis venait la séduction. Il les emmenait au restaurant, leur parlait de projets, d'avenir, de voyages. Il leur offrait des cadeaux modérés, un téléphone, un sac, un dîner. Il ne cherchait pas le sexe. Ce n'était pas une quête de plaisir. C'était une manipulation de confiance. Et enfin, venait la nuit du pacte. Toujours la même méthode. Une boisson légèrement droguée. Une ambiance douce. Un parfum apaisant dans la maison. Une discussion qui bascule doucement vers le silence, puis vers l'horreur. Chaque fois, il attendait qu'elle commence à se sentir faible. Puis il s'asseyait près d'elle. Il murmurait une prière dans une langue inconnue,
un dialecte appris lors de l'initiation. Et ensuite, il sortait la lame. Une lame qu'il ne lavait jamais. Le sang des anciennes victimes séchait dessus, formant une croûte noire. Il disait que cela renforçait son pouvoir. Il tranchait la gorge avec un soin macabre. La coupe devait être propre. Pas trop profonde pour ne pas endommager le visage. Juste assez pour que la mort soit rapide. Puis, le rituel oculaire. À l'aide d'un petit scalpel, il détachait les yeux. Parfois, ils étaient encore humides de larmes. Et sans hésiter, il les avalait. Cette ingestion était la clé du pouvoir. Il sentait à chaque œil passer dans sa gorge une vague froide, suivie d'un frisson. Il disait que la force des femmes, leur beauté, leur jeunesse, leur avenir, entrait en lui. Il sentait le feu glacé du mal s'enraciner plus profondément. Ensuite, il plaçait la tête dans le bocal rempli du liquide noir. Ce liquide, fourni par la secte, avait une odeur douceâtre, presque sucrée. Il conservait les têtes, les empêchait de se putréfier. Mais il avait une couleur étrange, qui changeait selon la lumière. Parfois violet, parfois noir, parfois rouge sombre. Il ouvrait la pièce secrète. Le sanctuaire. Le frigo contenait déjà plusieurs têtes. Chaque étagère était pleine. Les bocaux étaient étiquetés avec des noms, Fatou, Nafi, Aminata, Kumba, Astou, Kadi, Fanta, Mamdiara. Des noms de filles qu'il avait connues. Aimées, tuées. Et à chaque nouveau bocal, un sac d'argent apparaissait. Toujours neuf. Toujours bien rempli. Toujours silencieux. Mais au bout d'un moment, les sacs ne suffisaient plus. Il acheta des terrains. Des voitures. Une villa en bord de mer. Il créa une société écran, recruta des employés, fit construire des écoles et des puits. Tout le monde chantait son nom. On l'appelait le bienfaiteur de Dakar. Mais dans sa maison, il vivait avec les morts. La pièce secrète était devenue son royaume. Il y passait des heures. À genoux devant les têtes. À leur parler. À les toucher. À les caresser. Tu vois, tu m'as rendu fort. Je n'oublierai pas. Je reviendrai. Il avait même commencé à entendre leur voix. Au début, des murmures dans la nuit. Gana, tu n'as pas d'âme. Tu crois que tu contrôles, mais tu n'es qu'un pion. Puis, des rires. Des cris. Des pleurs. Un jour, alors qu'il ouvrait le frigo, l'une des têtes ouvrit les yeux. Il recula, hurlant. Mais quand il revint, les yeux étaient fermés. Était-ce une hallucination? Ou un avertissement? Gana n'en parla à personne. Il se referma sur lui-même. Il évitait même Abdoulaye, son parrain. Il refusait les invitations de la secte. Il disait qu'il préférait travailler seul. Mais une nuit, alors qu'il priait devant la statue aux 7 yeux, elle lui parla. Pas avec une voix humaine, mais avec un bruit profond, grave, résonnant dans son esprit. Comme 6000 tambours avaient parlé à l'unisson. Tu as bu le sang. Tu as mangé les yeux. Mais tu n'as pas compris. Tu crois que la richesse est ton pouvoir. Mais tu n'es qu'un récipient. Un puits dans lequel nous semons les têtes. Continue. Ou meurs. Il tomba à genoux, le nez saignant, les oreilles bourdonnantes. Et il continua. Il tuait désormais 2 femmes par semaine. Il faisait des virées à Thiès, à Saint-Louis, à Kaolack. Il allait même jusqu'en Gambie. Il recrutait des filles sur Facebook, Instagram, dans des salons de coiffure. Le frigo était plein. Il acheta un 2e. Puis un 3e. Sa maison comptait désormais 3 pièces interdites, toutes froides, toutes sombres, toutes pleines de bocaux. Et pourtant, il se sentait plus vide que jamais. Un soir, alors qu'il venait de tuer une fille de 17 ans, élève de terminale, il s'évanouit après avoir avalé les yeux. Quand il se réveilla, il était nu, couvert de sang, et il avait des marques dans le dos. Des entailles. Comme si quelque chose avait griffé sa peau. Il consulta un marabout. Un vieux sage du Fouta. Le vieil homme, en voyant son aura, blêmit. Ce n'est pas un djinn qui t'habite, c'est la bête. Tu as mangé trop d'innocence. Tu es en train de devenir ce que tu servais. Gana partit sans payer. Il brûla la maison du marabout le soir même. Et ainsi, 2 mois passèrent. 2 mois de sacrifice. 2 mois d'horreur. Gana avait tout, villa, voiture, serviteur, popularité. Mais il n'avait plus de cœur. Plus de paix. Plus de sommeil. Il rêvait de visages sans yeux. De bouches cousues. De bébés sans crâne. Il se réveillait en sueur,
avec l'impression que quelqu'un le regardait. Et pourtant, il n'arrêtait pas. Car arrêter signifiait mourir. Ou pire, affronter la faim. Le mal. Quand il entre dans une maison, il ne frappe pas à la porte. Il passe sous la fissure, entre les murs, par les clés oubliées, les silences prolongés, les regards fuyants. Et une fois installé, il appelle ses frères. Ghana le savait. Mais il avait fait semblant d'ignorer. Après 2 mois de sacrifice, sa maison ne respirait plus. Les murs, autrefois blancs, semblaient gris. Le marbre était propre, mais froid. L'air sentait un parfum amer. Comme du fer. Comme du sang ancien. Et lui-même avait changé. Ses yeux étaient devenus plus foncés, presque rouges lorsqu'il était en colère. Ses mains tremblaient la nuit. Il ne mangeait presque plus. Il ne riait plus. Il ne dormait plus que par crises, entrecoupé de cauchemars si intenses que parfois il se réveillait en hurlant, griffant le sol comme un animal blessé. Sa femme de ménage, Aïssatou, avait commencé à remarquer les choses. Elle était venue un matin, comme d'habitude, balayer le salon, laver la vaisselle et préparer le petit déjeuner. Mais ce jour-là, elle entendit un son étrange. Un bruit de grincement. De métal contre métal. Venu de la chambre interdite. Elle s'approcha, timidement. Mais la porte était toujours fermée. Hermétique. Sans poignée extérieure. Et quand elle passa la serpillière devant la porte, elle sentit un courant d'air glacé. Elle sursauta, frissonna, et recula lentement. Mais le soir, en lavant les rideaux, elle jura avoir vu un visage dans la vitre. Un visage de femme. Sans yeux. Qui souriait. Elle partit en courant. Elle ne revint que 3 jours plus tard. Quand Ghana lui demanda pourquoi elle avait fui, elle dit simplement. Il y a quelque chose dans cette maison qui ne dort jamais. Le gardien, Pape Mort, un homme solide, originaire de Tambacounda, sentit lui aussi le malaise. Il entendait des bruits la nuit. Des pleurs. Des pas. Des grattements derrière les murs. Un soir, il vit même de la lumière filtrée sous la porte interdite, alors que Ghana était absent. Il frappa. Personne ne répondit. Mais la lumière s'éteignit aussitôt. Et une odeur nauséabonde envahit tout le couloir. Quand il osa poser la question à Ghana, celui-ci le fixa longuement, puis lui dit froidement. Ne te mêle jamais de ce que tu ne comprends pas. Sinon, tu verras ce que l'on cache derrière les portes des puissants. Mais même Ghana, malgré toute sa richesse, son sang-froid, son pacte, ne contrôlait plus rien. Les têtes dans le frigo avaient commencé à pourrir. Pas toutes. Mais 3 d'entre elles, celles de Fatou, Mamdiara et Kumba, avaient commencé à bouger. Lentement. Discrètement. Leur peau se décomposait malgré le liquide de conservation. Leurs lèvres se fendaient. Leurs yeux, ou ce qu'il en restait, paraissaient fixer la porte à chaque ouverture. Et dans ses rêves, elle le poursuivait. Il courait dans un marécage. Pieds nus. Essoufflés. Et derrière lui, les têtes roulaient au sol. Pas leur corps. Juste les têtes. Avec la mâchoire qui claquait. Ghana, tu n'aurais pas dû nous trahir. Il se réveillait trempé. Le cœur battant à s'en déchirer la poitrine. Alors il retourna voir Abdoulaye, son parrain dans la secte. Mais Abdoulaye avait disparu. Sa maison, à Kolda, était vide. Abandonnée. Les voisins disaient qu'un feu étrange avait consumé la toiture, sans raison, une semaine plus tôt. On n'avait retrouvé que ses dents et ses ongles, noircis dans la cendre. Personne ne savait ce qui s'était passé. Mais Ghana, lui, avait compris. Le pacte avait ses règles. Et s'il cessait de nourrir la bête, elle se retournerait contre lui, comme elle l'avait fait avec Abdoulaye. Mais Ghana était fatigué. Il n'avait plus envie de tuer. Il avait même hésité à appeler une fille qu'il avait repérée à l'université de Thiès. Elle s'appelait Sokna. Elle lui rappelait sa petite sœur morte. Douce, intelligente, innocente. Mais au moment de l'appeler, sa gorge se serra. Et une voix résonna dans sa tête. La prochaine offrande doit être pure. Sinon, ton sang paiera à sa place. Il éteignit le téléphone. Il n'appela personne cette semaine-là. Il voulait faire une pause. Partir. Respirer. Il demanda un visa. Il fit ses valises. Et, contre toutes les recommandations du rituel, il s'éloigna du sanctuaire. Il quitta la maison. Laissa Aïssatou et Pape Mort seuls. Et s'envola vers le Maroc. Pour 2 semaines. Mais il avait oublié une chose. Le pacte disait. Chaque semaine, la bête doit manger. Sinon elle réclamera. Or, ce vendredi-là, il n'y eut aucun sacrifice. Et ce samedi,
Il pleuvait sur Dakar. Une pluie lourde, comme on n'en avait pas vu depuis des années. Un orage qui fit sauter plusieurs transformateurs. Et le courant fut coupé dans la maison. Le frigo cessa de fonctionner. Les têtes, longtemps immergées dans leur liquide noir, commencèrent à bouillir. Puis à pourrir. Puis à gonfler. Un gaz étrange s'en dégagea. L'odeur fut atroce. Au début, Aïssatou crut que c'était un rat mort. Elle chercha. Nettoya. Mais rien. L'odeur persistait. De plus en plus forte. Comme de la chair brûlée. De la viande humaine décomposée. Comme une morgue oubliée. Elle appela Pape Mort. Ensemble, ils décidèrent d'ouvrir la porte interdite. Elle était lourde. Résistait. Scellée par des cadenas. Mais le gardien la força avec un pied de biche. Et quand la porte s'ouvrit enfin, ils hurlèrent. Les murs étaient couverts de têtes. Les bocaux éclatés. Le liquide noir répandu partout. Et au centre, un monticule de crânes pourris. Des cheveux. Des morceaux de peau. Et sur le frigo, une inscription gravée avec du sang. Il a rompu le pacte. Il doit nourrir la bête. Aïssatou s'évanouit. Pape Mort vomit. Puis courut chercher la police. Mais ce que ni l'un ni l'autre n'avaient vu. C'était l'ombre dans le coin de la pièce. Quelque chose d'énorme. Invisible. Quelque chose qui respirait lentement. Et qui avait faim. À son retour à Dakar, Ghana fut accueilli par les sirènes. La police. Les journalistes. Les caméras. Il tenta de fuir. Mais il fut arrêté à l'aéroport. Son nom circulait partout. Les photos de la chambre furent diffusées. On parla de lui comme du monstre du frigo, le boucher de cœur massard, l'égorgeur aux yeux avalés. Mais le vrai châtiment n'était pas celui des hommes. Ce fut la bête qui le punit. Quand Ghana ouvrit les yeux dans sa cellule, il crut un instant qu'il était mort. Les murs étaient gris, fissurés, suintants. L'air, dense comme une éponge imbibée de sueur et d'urine. Une ampoule nue pendait au plafond, vacillant comme un cœur fatigué. Il entendait des murmures. Pas ceux des gardiens. Pas ceux des autres prisonniers. Des murmures qui venaient de l'intérieur. Des voix de femmes. Des voix sans yeux. Il s'était effondré à l'aéroport, le corps tremblant, l'esprit brisé. Il n'avait même pas résisté à l'arrestation. Il n'avait pas crié. Il n'avait nié aucune accusation. Parce que le vrai juge, ce n'était pas le tribunal. C'était elle. La bête. Depuis qu'il avait rompu le pacte, elle s'était réveillée. Elle vivait en lui maintenant. Elle respirait à travers sa bouche. Elle voyait à travers ses yeux. La prison n'était pas une punition pour Ghana. C'était un sanctuaire. Un lieu où il pouvait se cacher, où il n'avait plus à tuer, plus à séduire, plus à mentir. Mais même dans les murs du pénitencier, l'odeur de la mort le suivait. Le premier soir, un détenu qui dormait dans la même cellule que lui s'était levé au milieu de la nuit. Et s'était crevé les 2 yeux avec ses propres doigts. En hurlant. « Je ne veux plus voir ce que je vois quand je dors. Je ne veux plus voir ces têtes qui rient dans le noir. » Ghana s'était recroquevillé dans un coin. Tremblant. Et la voix avait chuchoté, douce et moqueuse. « Ils voient ce que tu as vu. Ils portent ce que tu as porté. Et bientôt, ils seront toi. » Les jours passaient. Les crises s'aggravaient. Ghana ne mangeait plus. Il refusait l'eau. Il passait des heures à fixer le mur. Et pourtant, dans ses yeux, il y avait du mouvement. Un gardien le jura. Un soir, en le surveillant à travers la lucarne, il vit 2 pupilles dans chaque œil de Ghana. 2. Comme si quelqu'un d'autre regardait depuis l'intérieur de son crâne. Et quand le gardien revint le lendemain, il était mort. Mort d'un arrêt cardiaque. Les yeux ouverts. Et vides. Un imam fut envoyé pour prier sur Ghana. Un homme pieux, habitué aux cas de possession. Il entra dans la cellule. Il récita la Fatiha. Ghana, assis en tailleur, ne bougea pas. Mais quand l'imam prononça « Dieu est la lumière des cieux et de la terre », Ghana leva la tête, et ses yeux devinrent noirs comme le goudron. Et une voix, étrangère à la sienne, jaillit de sa bouche. « Dieu est loin d'ici. Ici, il n'y a que nous. » L'imam s'évanouit sur place. Il fut évacué. Et Ghana fut isolé en cellule noire. Mais l'obscurité, c'était chez lui maintenant. Et elle grandissait. Chaque nuit, il rêvait des têtes. Pas seulement celles qu'il avait conservées. D'autres. Des têtes qu'il n'avait jamais vues. Des têtes d'enfants. D'hommes. De vieillards. De bébés. Toutes sans yeux. Elles flottaient autour de lui. Murmuraient.
riait, poussait des hurlements aigus. Et parfois, dans ses cauchemars, il devenait l'une d'elles. Un crâne flottant, enfermé dans un bocal. À jamais. Les médecins de la prison vinrent l'examiner. Ils dirent qu'il avait des lésions cérébrales, des troubles de la perception. Mais quand ils lui firent un scanner, l'image montra quelque chose d'impossible. Une forme dans sa boîte crânienne. Une ombre. Une masse mouvante. Pas une tumeur. Pas un parasite. Une entité. Et quand l'un des médecins toucha l'écran, il saigna du nez. Son oreille éclata, comme frappée de l'intérieur. Il quitta la salle en criant. Ce n'est pas un homme, c'est une tombe. La rumeur se propagea. Les gardiens ne voulaient plus l'approcher. Les prisonniers refusaient de partager sa cellule. On lui apportait sa nourriture à distance, poussé par un bâton. Et pourtant, il ne touchait à rien. Il se contentait de rester assis. De parler seul. Ou plutôt, de parler aux têtes. Fatou, tu me manques. Astou, je suis désolé. Nafi, je t'aimais. Aminata, je n'ai jamais voulu. Et parfois, il murmurait. Bientôt, ce sera moi dans le bocal. La presse s'empara de l'affaire. Elle devint internationale. Des photos des bocaux furent diffusées. Les visages floutés. Mais l'horreur suffisait. On parla de rituels nécrophages, de sectes transnationales, de trophées humains. Des ONG réclamèrent un procès public. Mais Ghana n'était plus apte à être jugé. Les psychiatres le déclarèrent atteint d'un trouble dissociatif sévère, aggravé par des hallucinations auditives, visuelles, et un syndrome délirant aigu d'origine mystique. Mais ce jargon ne suffisait pas à expliquer les choses. Car chaque jour, dans sa cellule, l'odeur de putréfaction revenait. Même quand on nettoyait. Même quand on désinfectait. Des mouches se posaient sur lui, et mouraient aussitôt. Ses cheveux tombaient. Sa peau devenait sèche. Craquelée. Il ne dormait plus. Ne mangeait plus. Mais ne mourait pas non plus. Comme si la mort elle-même refusait de venir. Et une nuit, il vit la bête. Pas dans un rêve. Dans le coin de sa cellule. Une forme. Haute comme deux hommes. Fine comme une colonne. Noire. Sans visage. Mais avec des yeux, plein d'yeux, des centaines. Des yeux humains. Des yeux de femme. Des yeux qu'il avait avalés. Et la voix parla. Doucement. Dans son cœur. Dans ses os. Dans ses dents. Tu as goûté à notre offrande. Tu as rompu le pacte. Tu voulais la fortune. Tu auras l'éternité. Tu ne mourras pas. Tu regarderas, pour toujours. Tu regarderas ce que tu as fait. Et les yeux, tous les yeux, s'ouvrirent en même temps. Ghana hurla si fort que son larynx se déchira. Depuis ce jour, il ne parle plus. Il ne bouge plus. Il reste assis, les yeux ouverts. Et ses pupilles tournent constamment. Comme s'il voyait autre chose. Un médecin venu lui rendre visite jura que Ghana avait décrit les rêves d'une autre personne, mot pour mot. Et quand il lui demanda « Comment sais-tu cela ?» Ghana écrivit sur le mur, avec son propre sang. « Je vois à travers les yeux que j'ai mangé. » Il est désormais surnommé « l'homme au sans-regard ». Une cellule lui est dédiée. Les gardiens ne s'en approchent que pour désinfecter. Et la rumeur dit qu'à chaque fois que quelqu'un le regarde dans les yeux, il rêve de ses victimes. Mais le pire restait à venir. Car dans cette cellule, une chose bouge dans l'ombre. Une chose que Ghana appelle, doucement, lorsqu'il croit que personne n'écoute. Maîtresse. Nourris-moi. Encore. Encore. Et dans le coin, deux yeux brillent. On croyait que l'horreur était confinée. Que les murs de béton de la prison pouvaient retenir le mal. Mais on avait tort. La malédiction n'est pas un corps. Elle est un souffle. Une onde. Une vibration. Et ce que Ghana avait libéré en lui, commença à se répandre. Tout partit d'un détail. Une nuit, un gardien, Boubacar, entendit des rires de femmes derrière la porte de la cellule 19. Celle de Ghana. Des rires. Clairs. Vifs. Jeunes. Mais la cellule était vide. Ghana avait été transféré 3 jours plus tôt dans l'isolement, après avoir tenté de s'arracher les ongles avec les dents. Et pourtant, les rires résonnaient. Boubacar appela un collègue. Ensemble, ils ouvrirent la cellule 19. Et ce qu'ils virent, les marqua à jamais. Il y avait du sang sur les murs. Pas des éclaboussures. Des messages. Écrits avec un doigt. Ou peut-être une langue. On est là. On n'a pas fini. Il a rompu. Vous paierez.
Et sur le sol, des cheveux. Des mèches de cheveux longs, noirs, encore imprégnées d'odeur humaine. Ils envoyèrent tout brûler. Nettoyèrent la pièce. Interdirent qu'on en parle. Mais dès le lendemain, les rires revinrent. Puis les pleurs. Puis les cris. Des cris de femmes égorgées. De femmes qu'on traîne. De femmes qu'on enterre vivantes. Et ce n'était plus seulement dans la cellule 19. Les cris s'entendaient dans les couloirs. Dans les dortoirs. Dans les cuisines. Les détenus commencèrent à se plaindre. Certains se couvrirent les oreilles avec des morceaux de tissu. D'autres se mirent à frapper les murs à coups de tête, pour que ça s'arrête. Un jour, un homme du bloc B se mit à chanter, à voix haute, le prénom de toutes les victimes de Ghana. Il ne les connaissait pas. Personne ne les avait jamais nommées publiquement. Mais il les chantait, l'un après l'autre, comme une comptine. Et quand il eut fini, il se pendit dans sa cellule. La prison fut placée sous surveillance. Des psychologues furent envoyés. Mais ceux qui entraient ne ressortaient pas indemnes. Une jeune psychologue, Mariam Diop, fit un entretien avec Ghana. Elle n'enregistra rien, n'écrivit rien. Elle resta 45 minutes avec lui. Et quand elle sortit, elle avait perdu la parole. Depuis, elle reste assise dans un hôpital psychiatrique, les yeux rivés sur le plafond, les mains jointes, murmurant sans fin. Les yeux, ils regardent à travers moi, je suis devenue une fenêtre. Alors on voulut transférer Ghana. Loin. Hors du pays. À La Haye, ou dans une base secrète. Mais le convoi n'arriva jamais. La nuit du transfert, une brume épaisse tomba sur la route. Les feux s'éteignirent. Le GPS cessa de fonctionner. Et la radio ne diffusait que des pleurs de femmes. Le conducteur paniqua. Il sortit du véhicule pour vérifier les pneus. Il ne revint jamais. Les agents qui restaient dans le véhicule ouvrirent les portes. Et trouvèrent des cheveux collés au plafond. Des mèches pleines de sang. Et Ghana, debout au centre du fourgon, les yeux levés vers le ciel, qui répétait « Je suis la porte. La porte est ouverte. » On le ramena à la prison. Mais il était trop tard. Le mal était sorti. À Keur-Massar, dans sa maison désormais vide, les voisins commencèrent à parler. Une maison inhabitée. Mais la lumière de la chambre interdite restait allumée. Même sans électricité. Certains affirmaient voir des silhouettes passer derrière les rideaux. Des silhouettes de femmes. Avec des robes blanches tachées de rouge. Un jeune homme qui osa y entrer pour voler. Ne reparut jamais. Quand la police fouilla les lieux 2 jours plus tard, elle trouva sur le sol une seule chose. Un globe oculaire, parfaitement rond, posé sur une assiette vide. Puis ce fut le quartier tout entier qui changea. Des enfants disparurent. Des chiens fuirent les rues en hurlant. Les femmes enceintes faisaient des cauchemars. Elles rêvaient d'un homme sans yeux, qui leur disait « Ton enfant me doit sa vue ». Et certaines perdirent leur bébé, sans raison médicale. À la télévision, le phénomène fit scandale. On parla de « malédiction urbaine ». On accusa les marabouts, les francs-maçons, les politiciens. Mais personne n'osa nommer la cause réelle, Ghana. L'homme au frigo. Le dévoreur de regards. Et pourtant, au fond de sa cellule, Ghana n'était plus lui-même. Son corps changeait. Lentement. Ses doigts devenaient plus longs. Ses yeux, multiples. Son souffle, saccadé comme celui d'un animal. Un infirmier affirma avoir vu des visages dans son ventre. Comme s'il voulait sortir. Et sur son torse, apparut une cicatrice. Une ouverture. Comme une bouche cousue. Une nuit, cette bouche s'ouvrit. Et un cri sortit. Pas un cri humain. Pas un cri de douleur. Un cri ancestral. Brutal. Viscéral. Un cri qui fit trembler les murs. Ce soir-là, cette personne mourut dans la prison. Sans blessure. Sans empoisonnement. Sans violence. Leur cœur s'était arrêté. Simplement. Comme s'il avait trop entendu. On tenta de brûler les effets de Ghana. Ses vêtements. Ses livres. Son lit. Mais le feu refusait de prendre. Et quand on insista, le feu revint par les flammes de la cuisine, brûla un agent jusqu'à l'os. On parla de sabotage. Mais tous savaient que la chambre des cris était désormais partout. Les cris, les pleurs, les rires se répandirent. Dans les écoles. Dans les taxis. Dans les radios. Des appels sans réponse. Des voix de femmes mortes qui murmuraient dans les oreilles des passants. Des gens qui se mirent à crever leurs propres yeux, pour ne plus voir. Une institutrice aveugle déclara « Ils m'ont laissé tranquille. Parce que je ne vois plus.
Mais les autres, ils sont toujours regardés. Le président du pays ordonna le silence médiatique. Mais il était trop tard. Le pays entier pleurait des morts qu'il n'avait pas tués. Et au cœur de tout cela, Ghana assoit sa forme désormais méconnaissable. Et murmure un seul mot, jour après jour. Encore. Quand les cris ont traversé les murs. Quand les pleurs ont traversé les frontières. Quand les rêves ont été souillés, nuit après nuit. On s'est souvenu des dieux. Mais ils étaient loin. Trop longtemps oubliés. Trop longtemps niés. Trop longtemps remplacés par des totems de béton, de Wi-Fi, de téléphonie. Les anciens le disaient. Quand l'homme crache sur l'autel, il ne faut pas pleurer si les morts reviennent par la cheminée. La rumeur gagna les campagnes. Le nom de Ghana, qu'on ne prononçait plus en ville, devint interdit à la brousse. Dans les villages reculés, les griots racontaient son histoire comme une parabole. Mais plus personne ne riait. Même les enfants restaient silencieux. Parce que la bête n'était pas née de rien. Et les vieux savaient. Dans un coin oublié du pays, près de la frontière guinéenne, vivait un homme. Un ancien. Un que l'on appelait Njemuna, le gardien des vérités perdues. Il vivait seul, avec ses statues, ses pierres, ses ossements. Il parlait aux arbres. Il marchait pieds nus sur des lames de fer s'enseigner. Et quand la rumeur lui parvint, il s'assit. Longtemps. Puis, il dit. La porte a été forcée. Ce qui est venu n'est pas de ce monde. Mais ce monde l'a appelé. Par le sang, par les yeux, par le goût du gain. Et il convoqua les siens. Ils n'étaient plus que 4. 4 maîtres spirituels, autrefois craints, aujourd'hui moqués. Makuta, la maîtresse du feu silencieux, qui savait lire les cendres. Taliko, l'homme aux scarifications mouvantes, qui portait sur son corps l'histoire des esprits. Néné Loba, aveugle de naissance, mais capable de voir à travers les murs des âmes. Et lui-même, Njemuna, dernier héritier des pactes scellés dans les grottes interdites. Ils se réunirent dans un cercle. Un cercle fait de terre, de crâne et de sel. Et ce qu'ils virent, les fit trembler. Ghana n'était plus un homme. Il était devenu un nkami, un récipient inversé. Un vase qui ne contient pas, mais qui fuit. Et ce qu'il fuyait, ce qu'il répandait, ce n'était pas un esprit unique. C'était un essaim. Des milliers de petites âmes, arrachées brutalement au monde. Des yeux mangés. Des bouches étouffées. Des langues coupées. Toutes cherchaient leur corps. Et comme elles ne le trouvaient pas, elles possédaient ceux qui étaient encore vivants. Makuta s'agenouilla et souffla dans la terre. Le feu jaillit. Mais il était noir. Noir comme du charbon humide. Noir comme les rêves de Ghana. Noir comme la bouche de la bête. Et le feu pleura. Littéralement. Il pleura des larmes rouges. Épaisses. Salées. Taliko, quant à lui, observa ces scarifications. Elles bougeaient. Elles formaient un mot. Fermé. Puis elles en formèrent un autre. Ouverte. Puis un dernier. Trop tard. Mais Njemuna ne recula pas. Il savait qu'il fallait agir. Alors ils décidèrent de descendre. Pas physiquement. Mais spirituellement. Ils entreprirent un voyage astral, un passage au travers des voiles. Ils utilisèrent des racines anciennes, du sang de coq noir, et des chants en langue morte. Et leur esprit quitta leur chair. Ce qu'ils virent alors n'a pas de mots. Mais tentons. Ils virent un arbre à tête. Un arbre immense, dont chaque fruit était un visage de femme. Certaines dormaient. D'autres hurlaient. D'autres encore, riaient. Mais d'un rire vide. Sous cet arbre, un frigo. Pas un frigo moderne. Un sarcophage. Froid. Blanc. Mais vibrant, comme un cœur. Et autour, des ombres. Des hommes. Des femmes. Des enfants. Sans visage. Ils attendaient. Au centre de tout cela, Ghana, mais 1000 fois. Un Ghana pour chaque mort. Et au-dessus de lui, la bête. Pas comme un démon. Pas comme une créature. Un œil. Un œil immense. Sans paupières. Il regardait. Et plus il regardait, plus le monde s'effaçait. Njemuna hurla un chant interdit. Il lança l'appel des anciens dieux, Olorin, Niam, Nkulunkulu, Ama, Roug. Mais aucun ne répondit. Ils étaient silencieux. Pas absents. Pas morts. Silencieux. Car ce qui avait été fait, avait été permis. Les dieux ne sauvent pas de la soif. Ils préviennent. Et Ghana avait eu 1000 avertissements. Mais il avait bu quand même.
Alors les anciens décidèrent de fermer la porte même. Un à un, ils sacrifièrent leur esprit. Makuta se fondit dans le feu noir, pour le contenir. Taliko offrit sa peau, et ses scarifications devinrent des chaînes. Nénéloba, elle, se perdit dans l'arbre à tête, où elle resta prisonnière pour que les âmes s'endorment. Ngemuna fut le dernier. Il regarda l'œil. Et il dit : « Je te vois. Tu me vois. Alors nous sommes un. » Et il se donna. Entier. En échange d'un seul mot. Assez. Dans le monde réel, leur corps fut retrouvé sans vie, mais sourire aux lèvres. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis 2 mois, le silence revint. Plus de cris. Plus de pleurs. Plus de rires. Mais pas la paix. Le silence. Un silence pesant. Surnaturel. Dangereux. Comme si le monde retenait son souffle, avant la fin. Dans sa cellule, Gana se redressa. Son corps craqua, comme du vieux bois. Il ne parla pas. Mais il sourit. Et murmura. Ils ont cru me sceller. Mais moi, je suis déjà partout. Ce que les anciens ont cru enfermer, n'était qu'un reflet. Une illusion, comme une ombre dans l'eau. Le vrai mal, lui, avait déjà infecté le monde. Quand les 4 maîtres spirituels se sont sacrifiés, quelque chose s'est produit. Pas une fermeture. Pas une victoire. Un déplacement. Comme si la bête avait compris le piège. Comme si elle avait décidé de changer de peau. Et cette nouvelle peau, c'était nous. Le silence qui s'installa n'était pas la paix. C'était le vide. Les rumeurs cessèrent. Les cris s'arrêtèrent. Mais dans les rues, les gens cessèrent aussi de chanter. Plus de radio dans les taxis. Plus de musique dans les maisons. Plus de prières chantées dans les mosquées ou les églises. Quelque chose avait volé la voix du monde. Dans une école à Ziguinchor, un professeur fit lire à ses élèves une vieille nouvelle sur les pactes sanglants. Une fiction, selon lui. Une fable. Mais à la fin de la lecture, un élève demanda : « Monsieur, pourquoi le personnage s'appelle Gana ?» Le professeur ne comprit pas. Il n'avait jamais lu ce nom dans la nouvelle. Il vérifia. Il relut. Et il vit. Le nom, Gana, s'était écrit lui-même dans le texte. Noir sur blanc. Sur toutes les pages. Et ce jour-là, le professeur perdit la vue. Ses 2 yeux devinrent blancs. Il se mit à hurler. Il est dans le papier. Il est dans les lettres. Il est dans les noms. À Dakar, un homme d'affaires acheta une maison abandonnée. Belle affaire, disait-on. Une villa vide, vendue à bas prix, laissée par un ancien prisonnier. Ce qu'il ignorait, c'était que c'était la maison de Gana. Il ouvrit la fameuse chambre scellée. Et trouva un frigo vide. Mais chaque nuit, il rêva d'un détail nouveau. Un œil. Une langue. Une main sans peau. Un sac en plastique qui remue. Et le frigo, qui pleure. La 5e nuit, il se réveilla. Avec de l'argent sous son lit. Et du sang sur ses dents. Ceux qui cherchaient à comprendre, mouraient. Mais pas tout de suite. Il devenait fou d'abord. Un journaliste, voulant écrire un article d'investigation, collecta des témoignages. Il rassembla photos, enregistrements, objets liés à l'affaire. Il publia un teaser de son documentaire. Le tueur aux yeux dévorés, ce que le monde ne veut pas voir. Le teaser fit 1 million de vues. Le lendemain, il se creva les yeux avec un stylo. Et dans son sang, il écrivit un seul mot. Regardez. Dans les hôpitaux, on vit apparaître un nouveau syndrome. Le frisson permanent. Des patients frissonnant sans arrêt. Sans fièvre. Sans raison. Certains en mouraient, épuisés. Les médecins parlaient de causes nerveuses. Mais les chamans disaient : le frisson, c'est la peau qui a peur. C'est l'âme qui veut sortir. Et pendant tout ce temps, Gana, toujours en prison, restait silencieux. Il ne parlait plus. Ne mangeait plus. Mais chaque jour, il recevait une chose étrange. Un billet de banque. Frais. Immaculé. Glissé sous sa porte. Et à chaque billet, son sourire grandissait. Le gouvernement voulut l'éliminer. Ils envoyèrent une équipe secrète. Coupèrent les caméras. Éteignirent les alarmes. Mais dans la cellule, ils ne trouvèrent aucun corps. Juste un frigo. Petit. Ordinaire. Mais qui vibrait. Et dessus, écrit au sang. Ce n'est pas moi qu'il faut tuer. C'est votre avidité. Le président convoqua les plus grands chefs religieux. Ils prièrent. Chantèrent. Jeûnèrent. Mais dans le palais,
On trouva un matin les portraits de tous les ministres, sans leurs yeux. Les cadres étaient intacts. Mais les yeux avaient disparu des photos elles-mêmes. Alors, la peur devint universelle. Et un silence mondial s'installa autour de l'affaire. Plus de reportages. Plus de documentaires. Plus de recherches. Comme si toute trace devait être effacée. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne une malédiction. Un jour, un enfant naquit sans yeux. Mais il parlait, à peine âgé de 3 mois. Et ce qu'il disait, glaça les cœurs. J'étais Aïcha. J'étais dans le sac noir. Pourquoi m'as-tu oublié? Et chaque jour, il citait un nouveau prénom. Une nouvelle voix. Une nouvelle souffrance. On l'enferma. On tenta de le baptiser. On le livra même à des prêtres étrangers. Mais il déclara un jour. Vous ne pouvez pas chasser ce que vous avez invité. Alors, les anciens racontèrent une dernière vérité. Ghana n'était pas une erreur. Il était un miroir. Un miroir tendu à une société malade. Avide. Pressée. Aveugle. Il n'a pas créé l'horreur. Il l'a révélée. Dans le silence du monde, une phrase s'inscrit désormais partout. Pas à l'encre. Pas au sang. Mais dans les gestes. Dans les choix. Dans les non-dits. Regarde ce que tu es prêt à faire, pour un peu d'or. Et toi qui écoutes cette histoire. Toi qui l'as lue jusqu'au bout. Tu ressens ce frisson, n'est-ce pas? Il ne s'explique pas. Il n'est pas de froid. Il n'est pas de peur. Il est le souvenir. Le souvenir d'un monde où un homme avalait les yeux des femmes et sortait de sa chambre chaque semaine avec un sac d'argent. Et le frisson. Ce frisson que tu ressens maintenant. Ce n'est pas la fin. C'est le début. Car l'histoire est en toi. Et Ghana n'est jamais très loin.